Bonjour, bienvenue à la Garageux. Aujourd'hui, un épisode sur le nouveau TCG Star Wars Unlimited. Et je ne suis pas tout seul puisque on a notre invité du jour, Julien. Salut à toi. Bonjour à tous, très content de venir de nouveau à la Garageux et pour quelque chose d'un peu différent de d'habitude. C'est ça, effectivement. Voilà, ce coup-ci on parle pas d'un jeu Chagos ou on parle pas de Midara ou de nos parties, mais du nouveau, du dernier jeu de cartes à collectionner qui est sorti sur l'univers de Star Wars. Parce que malheureusement, je me suis fait embarquer dans le jeu et je suis complètement fan, donc on s'était dit que c'était sympa de faire une petite vidéo, quoi. C'est ça, donc du coup, effectivement, le jeu est sorti le 8 mars, donc il y a à peine plus de 10 jours là quand vous verrez cette vidéo. Et donc le concept des vidéos, ça va être quoi? Ça va être dans une première partie de vous présenter le jeu dans sa globalité. Ensuite, dans cette vidéo-ci, vous allez voir le gameplay, vous allez voir comment ça se joue, c'est très facile et très simple d'accès. Et après, il y aura une deuxième vidéo pour les collectionneurs où tu vas nous expliquer plus en détail comment fonctionne chacune des cartes. La particularité aussi de cette vidéo, c'est que je lance la boutique Garageux, garageux.shop. Ça sera une boutique vraiment spécialisée pour la communauté Garageux. Alors évidemment les autres pourront venir aussi, mais la particularité c'est que si vous suivez les vidéos de Garageux, en fait je ferai des vidéos qui seront spécifiques à certains produits, certains jeux, et je vous proposerai d'aller chercher dans la vidéo un coupon de réduction pour avoir entre 10 et 20% de réduction sur les jeux de ma boutique. Et en gros c'est des jeux que j'affectionne évidemment, que je vous montre en vidéo, et vous pourrez récupérer sur la boutique Garageux. Voilà, c'est un peu un nouveau concept et puis on verra si ça vous plaît d'avoir comme ça des jeux vraiment spécifiques qui me tiennent à cœur, et évidemment d'essayer de vous proposer une offre ou précommande. Et dans ce cas-là, évidemment, j'ai pas un stock énorme à la maison. Le but c'est plutôt de précommander les jeux, mais l'avantage de la précommande c'est que vous précommandez avant, mais vous avez un tarif très très intéressant par ce biais-là. Et puis ça me permet aussi de vous proposer vraiment des jeux auxquels je crois. Alors là, on parle de Star Wars aujourd'hui. Alors moi je vous avoue que j'ai juste pris ce qu'on appelle, tu vas un peu nous présenter tout ce qu'il y a, mais pour l'instant ce qu'on a encore c'est donc le starter à 2 joueurs. Donc ça c'est disponible sur le site, donc vous pouvez en commander. À l'heure actuelle là il en reste 5 de dispo. Pour les autres jeux de société, moi c'est ce que je conseille. Tu vas nous en parler après, qu'est-ce qu'il y a dedans, mais c'est ce que je vous conseille. Pourquoi? Parce que vous pouvez commencer le jeu sans débourser une tonne d'argent, et puis après évidemment on parlera des displays, etc. Donc au cours de la vidéo, à un moment donné, je vous donnerai le code coupon de réduction spécial Garageux pour bénéficier de 20% sur ce starter à 2 joueurs, où vous avez tout pour pouvoir jouer d'un côté Luke Skywalker et de l'autre côté Dark Vador, sachant qu'en plus, tu vas nous expliquer tout ce qu'il y a dedans de toute façon. Voilà, mais donc suivez bien la vidéo parce qu'à un moment donné, je vous donnerai le coupon de réduction pour avoir 20%, sachant qu'au départ, il est à 36 € prix public, donc c'est 36 € sur mon site, et si vous avez le coupon de réduction, donc le code, code Garageux, c'est pas marqué Garageux, mais le code que vous aurez permettra d'avoir 20%. Je vais te laisser un peu la parole. Alors attention, parce que j'ai remarqué que Julien n'était pas du tout objectif sur ce jeu. Alors c'est moi qui vends les produits, mais je suis pas tout à fait du même avis sur certaines choses, donc il n'est pas du tout objectif. Mais par contre, voilà, on va... c'est très bien, comme ça j'aurai un esprit critique directement à côté de moi, voilà, qui va me dire non en fait. Ce qui est pas très logique entre celui qui vend ses produits et celui qui présente, voilà. Et le joueur. Et écoute, qu'est-ce que tu peux nous dire de bon en présentation déjà de Star Wars? Alors, déjà, juste pour la petite histoire, moi j'ai découvert Star Wars en avant-première, parce qu'en fait j'étais au Festival des Jeux de Cannes, et c'est la première fois qu'ils ont sorti des AP, ils ont fait une AP spécifique, donc même en avance, puisque le Festival des Jeux de Cannes c'était quoi? C'était fin février. Ouais, donc bien en avance, et puis on a essayé avec mon fils, et puis là on a mis le doigt, et puis après on a fait l'AP en boutique, et bon là ça devient la folie, donc là on est à fond au niveau de la collection et compagnie. Donc je vais vous expliquer un peu pourquoi est-ce que on aime beaucoup ce jeu. Il y a un aspect, quand on est fan de Star Wars, des fois tout de suite c'est là, mais on a aussi trouvé vraiment un intérêt au gameplay, donc c'est pour ça qu'on va commencer par une première vidéo gameplay, et sur l'aspect collection, puisqu'on est sur un jeu de cartes à collectionner. Donc qui dit jeu de cartes à collectionner dit jeu
et collection. Donc les deux sont un peu liés. Et donc on fera une vidéo par contre spécifique pour la collection parce qu'on rentre dans des détails qui ne vont pas être forcément intéressants pour les gens qui veulent juste s'amuser en jouant à un jeu de cartes tranquillement, quoi. Alors juste, je reprends ce que tu disais. Effectivement, tu disais les amoureux de Star Wars, évidemment, ça aide. Après, moi, j'ai un collègue, par exemple, qui est amoureux de Star Wars. Il a du Star Wars partout dans sa maison et qui a pas spécialement apprécié les illustrations, le design, etc. Qui était un peu déçu sur ça. Et pourtant, pour le coup, s'il l'a acheté, c'est parce qu'il adorait le gameplay. Donc c'est marrant parce que c'est pour dire que t'as des gens en fait qui sont fans de Star Wars, mais qui à la limite n'aiment pas spécialement l'illustration, mais qui vont l'acheter parce que le gameplay aussi. Eh bien, ouais, c'était un truc positif. T'as vu que j'ai dit sur le jeu. Et moi, l'avantage, c'est que j'aime le gameplay et j'aime le 2 le design. Donc moi, j'aime tout, quoi. Ouais. Donc là, c'est la totale. Ce qui me dérange un peu, c'est qu'on joue à Flesh and Blood tous les deux et que là, t'es en train de petit à petit de me dire que Flesh and Blood, tu t'en sépares pour te mettre vers du Star Wars. Là, ça me gêne un peu, mais bon. Il y a un petit risque. Je resterai encore à Flesh and Blood, mais ouais. Bon, eh ben écoute, effectivement, parlons déjà de la base. Ouais. Donc ce qu'on va, t'as présenté un peu le produit entre démarrage et kit de démarrage. Moi, ce que j'ai trouvé aussi sympa, c'est que on a aujourd'hui, ils ont fait un kit de démarrage qui est vraiment sympathique pour commencer à jouer, puisque dedans on a 2 decks complets de 50 cartes. Plus des tokens et puis les 2 cartes leader et 2 cartes base, je vous expliquerai après pourquoi, avec 2 héros quand même iconiques de la saga Star Wars, donc Luke Skywalker et Dark Vador, et avec des decks qui sont équilibrés et qui seront utiles même pour des gens qui veulent aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que c'est une très très bonne base pour commencer à jouer à Star Wars Unlimited sans y mettre des 100 et des 1000, voir si ça nous plaît ou pas. Et pour ceux qui vont continuer à jouer, il y a à l'intérieur des cartes qui sont exclusives à ce kit de démarrage et qu'on ne trouvera pas dans les boîtes de boosters ou dans les boosters. Et des cartes qui vont être vraiment très intéressantes et qui vont être très utiles. Je rentrerai un peu dans le détail après. Mais voilà, donc c'est quand même un produit qui permet d'avoir tout ce qu'il faut pour jouer. Donc on a aussi un livret de règles dedans, ce qui est quand même pas mal. Parce que pour prendre l'exemple de Flesh and Blood, quand on achète sur les trucs de démarrage Flesh and Blood, c'est horrible pour le coup. Voilà. Pour les nouveaux joueurs, c'est galère. Il y a rien du tout. Après, on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux profonds. Enfin, je veux dire, le Flesh and Blood est beaucoup moins accessible aux joueurs que celui-là. Voilà. Donc là, on a quand même un petit livret de règles imprimé. Donc on n'est pas obligé d'aller sur Internet pour trouver les règles du jeu et commencer, comme ça peut être aussi pour Magic. Donc toujours un produit qui reste très accessible. Et puis si au niveau du livret de règles, moi il y a un soir je dis tiens je vais lire les règles, ça m'a pris 5 minutes. Enfin en exagérant à peine, mais c'est 5 minutes la lecture des règles, donc c'est pas très avec quelques tokens ici, et puis si tu peux mettre le plateau, donc on a un plateau de jeu en papier, bon c'est sûr que c'est pas, ça fait un peu cheap, mais ça permet de tout avoir sous la main, avec les rappels ici en plus des règles qui sont très bien faites, comme ça on a tout sous les yeux, pour pouvoir se lancer dans ce jeu de cartes à collectionner sans douleur entre guillemets et rapidement. Donc ça, je trouve qu'ils ont fait un très très bon produit au niveau du kit de démarrage, et comme je disais encore, et j'en parlerai plutôt à la fin, qui va être utile même pour des gens qui vont vouloir après aller plus loin, parce que des fois on se dit ouais mais un kit de démarrage il y a que des cartes communes ou machin qui après vont pas être utiles et autres, mais là c'est pas le cas. Donc c'est sympa. Moi je prendrais juste par rapport à la communauté qui suit la Garage, où il y a peut-être, je vais dire, tendance à dire 80% de la chaîne qui ne sont pas des amateurs de TCG, les gens qui voudraient par exemple découvrir mais sans investir tout plein, je pense vous pouvez tout à fait vous amuser avec juste ce kit de démarrage sans pour autant, après si ça vous plaît, vous continuez, mais à la limite ils peuvent très bien, toi tu t'es amusé en famille avec juste le kit de démarrage et déjà tu te fais des parties comme si c'était un jeu de société où tu acheté un jeu à 30 €, tu t'achètes juste le kit et déjà tu joues quoi. C'est ça. T'as déjà les bonnes cartes et tout. Et je pense qu'ils en feront d'autres parce que ça marche bien, ça se. Je dis ça. Je pense on verra après, on sait pas comment c'est, mais au niveau du lancement du produit, ils ont vraiment axé sur l'accessibilité, et je trouve que ce produit va vraiment dans ce sens de rendre le jeu accessible, facile à jouer. On arrive, les règles sont simples, en 10 minutes on a lu, on a tout de suite notre deck qui est prêt et on peut se lancer très très vite à jouer. Et malgré tout, on va avoir des cartes qui vont être intéressantes pour la suite si ça nous plaît. Ah oui, puis on a aussi carrément aussi des... C'est dedans, c'est pas grand chose, mais c'est toujours un truc c'est toujours pratique. Pour ranger ses decks, donc non,
c'est bien fait. Enfin, donc c'est juste pour dire que même si vous n'êtes pas amateur de TCG et que vous êtes plus joueur de jeux de société, vous pouvez acheter ça comme un jeu de société sans pour autant vous dire que vous allez aller après dans la collectionnite aiguë. Je vous dis ça juste pourquoi parce que j'ai remarqué tout à l'heure quand tu m'as installé tout le jeu, Julien, que je sentais vraiment le côté collectionneur en toi. Et moi je suis alors vous voyez qu'effectivement je fais la collection des jeux parce que j'aime le côté les gameplays toi aussi, mais moi le côté vraiment collection pour collection parce que la carte elle a pas la même illustration, je m'en fiche royal. Et c'est vrai que si vous êtes un peu comme moi à pas être sur le côté collectionneur, donc la deuxième vidéo, vous pourrez aussi vous faire plaisir en famille juste avec le starter, quoi. Voilà, c'est effectivement ce starter qui est une bonne idée, ouais. Une bonne idée, un produit sympa, ouais, et qui va être utile pour tout le temps. Donc après cette petite présentation du starter, l'instant un peu pub, on va dire, on va rentrer sur l'aspect vraiment gameplay. Donc hop là. Voilà. Donc on voit un peu comment est disposé le plateau, enfin c'est pas, oui, le plateau de jeu, la zone de jeu de ce jeu Star Wars Unlimited. Donc la première chose qu'on va faire, chaque joueur va choisir une base et un leader. Donc une base, c'est un lieu. J'en pose un ici qu'on va mettre et c'est l'endroit, enfin ça va être la zone qu'il va falloir défendre puisque l'objectif de l'adversaire, ça va être de détruire la base adverse. Donc si on... Hop, ouais, on va aller là. Donc la plupart du temps, la base, elle a une seule, à part une belle illustration, elle a une seule indication qui est notée ici, 30, c'est le nombre de points de vie. Donc concrètement, la base a 30 points de vie, et l'objectif du joueur adverse, ça va être de la faire tomber à 0. Donc on a cette base, qu'on met sur la zone base, et après on va voir notre leader, donc tu peux rester là. Donc là, le leader sur le set... ce premier set, je crois qu'il y a 18 leaders ou 15 18, je crois, ouais. Ouais, 18 leaders, 18. dont certains leaders emblématiques, donc comme Dark Vador qu'on a ici, donc c'est le Dark Vador qu'on trouve dans le kit de démarrage. Donc on va choisir une base et un leader qu'on va positionner à l'endroit du leader. Et ensuite, on va avoir un deck de cartes qui va nous permettre de jouer réellement. Donc ça, ce deck, soit on va le composer nous-mêmes en récupérant des boosters ou autres, soit avec le deck de démarrage, on a notre deck qui est complet de 50 cartes. Donc un deck fait minimum 50, il n'y a pas de maximum. Pour ceux qui savent un peu jouer aux jeux de cartes à collectionner, on sait que l'objectif c'est de pas trop avoir de cartes, parce qu'à un moment on va mettre des cartes qu'on veut jouer, et donc si on a trop de cartes, ça va être compliqué de sortir la bonne carte qui va être importante au bon moment. Donc un deck, c'est 52. Un deck, c'est 50 cartes avec maximum 3 cartes de chaque type, comme dans beaucoup de TCG. Alors 3 cartes de chaque type, mais par contre les légendaires, c'est toujours pareil dans les. Est-ce que dans ce jeu-là, les légendaires, tu peux les avoir x3 ou pas? Parce qu'en général, les uniques ou le leader, évidemment, voilà, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que quand tu as un héros, tu peux pas l'avoir. Le principe, c'est 3 cartes de chaque type. Après, on a des cartes. Donc là, tu rentres. Je fais sauter un peu les étapes. Non, parce que tu parles les étapes. Mais tu peux avoir des cartes uniques. Tu pourras avoir une seule carte unique sur le plateau de jeu. Mais tu peux très bien en avoir 3 dans ton deck. Parce que ta carte unique peut se faire tuer. Okay. Ouais, donc, aller dans la défausse. Et dans ce cas-là, tu peux l'avoir dans ton deck. Et l'avoir dans le deck. Donc, une petite différence par rapport à d'autres. Oui, il y a d'autres TCG où on peut effectivement avoir qu'une carte. Sur Flesh and Blood, par exemple, tu peux avoir certains trucs. Ok. Donc, et après, comment va jouer le jeu? Donc, on va avoir un jeton initiative. Donc, au début, on va déterminer aléatoirement qui c'est qui va avoir l'initiative. C'est pour ça qu'on a une petite zone ici pour mettre qui a le jeton initiative. Et après, c'est simple. Chaque joueur va jouer une action à son tour. Donc, moi, je joue une action, mon adversaire une action, une action, une action, une action. Donc, on a un jeu qui va être très dynamique, puisque chacun va faire une action à la fois. On va pas être sur d'autres jeux comme Flesh and Blood ou autre, où on va faire son tour complet, avec beaucoup de combos, etc. Et compagnie. Non, là, on joue une action, l'adversaire joue une action, et puis c'est très dynamique et très interactif à ce niveau-là. Donc une action, qu'est-ce que ça va être? Une action, ça peut être jouer une carte de sa main. Donc
principalement, ce qu'on va jouer, ça va être des troupes qu'on va poser sur le plateau de jeu. Donc, par exemple, là, je pose une troupe qui est... Oh, je vais la mettre là, d'abord. Comme ça, je peux vous montrer. Donc, jouer une carte de ma main pour la mettre sur une arène, ça va être une action. Donc là, je vais jouer un technicien de super laser. J'ai sa force, sa défense. On peut avoir un texte. Je rentrerai un peu plus dans le détail là-dessus. On va avoir son coût et des affinités. Ça, pareil, je vous expliquerai un peu après comment ça fonctionne. Mais donc, jouer une carte de sa main, c'est une action. Et on va la positionner. Là, on a vu que c'était une unité terrestre. On la positionne dans la zone des unités terrestres. Une action, ça va être aussi potentiellement jouer une action qui est notée sur un héros. Donc là, on voit action. Donc, en utilisant une ressource et en inclinant la carte, c'est pour ça qu'on a le petit signe là, on va pouvoir faire l'action qui est notée ici. Une action, ça va être aussi de pouvoir attaquer un adversaire. Donc pour attaquer, on va incliner une carte et on va dire j'attaque et on va comparer les valeurs d'attaque et de défense des deux unités. Alors sachant que les deux, même le défenseur fait quand même ses dégâts aussi. Donc attention par rapport à d'autres jeux où le défenseur défend. Là, après, pareil, je vous expliquerai un peu, on rentrera un peu les spécificités des combats. Donc une action qu'on a sur une carte. On peut avoir aussi des cartes qui ont troupes qui ont aussi des effets. Par exemple, si j'ai l'amiral Ozel qui est ici, on voit que lui, pareil, il peut utiliser une action. Donc là, si j'utilise l'action, je l'incline. Bien entendu, quand une carte est inclinée, on ne peut pas réutiliser l'action. Il faut que la carte soit redressée pour faire l'action. Donc dès que j'ai joué une action, mon adversaire va jouer lui une action, moi je vais jouer une action, il va jouer une action et autre. Donc on n'a pas de mécanique où on va jouer une carte, puis une autre carte, faire un combo et autre, et on n'a pas aussi de mécanique d'interruption de l'adversaire qui va jouer une carte pour empêcher notre action. Donc on va quand même simplifier. On va avoir un gameplay qui va être beaucoup plus simple à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on va pas avoir à regarder, alors attends, toi, moi j'ai joué ça, là tu as joué une interruption qui est interrompue. Oui, ce qu'on appelle la pile, quoi, les effets de pile. C'est ça, les effets de pile. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, on a un jeu qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple au niveau du gameplay. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est moins riche ? Peut-être, j'en suis pas complètement convaincu parce que de l'autre côté, ça veut dire que finalement, moi je joue une action, l'autre joue une action. Donc en fait, pas l'instantané, mais oui, ça répond direct. On a tout de suite une réponse et on doit tout de suite réagir. Donc moi, si j'ai joué une troupe terrestre par exemple, il y a des chances que l'autre, il va jouer une troupe terrestre en face pour me bloquer. Voilà, donc on va toujours être dans l'action-réaction l'un après l'autre à jouer et pour s'adapter en fonction de ce que son adversaire a joué. Donc c'est vraiment c'est son originalité en tout cas, voilà, par rapport à d'autres TCG, une de ses spécificités. C'est ça. Alors je sais pas si alors j'ai jamais joué à l'Arcana, mais je sais pas si tu connais. Non plus. Enfin, je sais pas si c'est. Mais voilà, c'est vraiment ça. Et ça, c'est vrai que ça permet aussi en termes d'explication du jeu et autres. C'est simple. C'est tu joues une action. Donc une action, c'est tu poses une carte, tu fais une action qui est notée sur une carte, ou tu attaques, voilà. Mais c'est assez simple. Ou alors, elle était la dernière aussi après de. Et la dernière action, ça va être l'initiative. Donc on peut, à un moment, déclarer en action, on prend l'initiative. Et donc, si on prend l'initiative, ça veut dire qu'on passe et qu'on ne peut plus jouer d'action après. Donc, ça peut être à double tranchant. L'avantage, c'est qu'on a l'initiative, donc on va pouvoir jouer avant son adversaire au tour d'après. Mais ça veut dire que pour ce tour-là, on ne peut plus jouer. Donc, l'autre, s'il lui reste des ressources et s'il lui reste des actions à faire sur le plateau, il peut les faire autant qu'il en veut, de toute façon, tout seul. Puisque nous, on a passé. Parce que le tour, ça arrive quand les deux joueurs ont passé. C'est ça. Par contre, alors, sachant que si tu avais déjà l'initiative, tu avais le jeton initiative, tu peux leur demander pour être sûr de le garder. C'est ça. Parce que même si tu l'avais, tu vas pouvoir comme ça décider je le regarde malgré tout, quoi. De toute façon, à un moment, quand vous avez plus d'action à faire,
Bah oui, quand vous n'avez plus de ressources, souvent vous dites je vais prendre l'initiative. Par contre, c'est important ce que tu disais, parce qu'on peut effectivement dans les actions aussi pas prendre ça l'initiative, mais dire juste je passe, parce que si l'autre passe pas, tu pourras rejouer juste après. Ça peut avoir un intérêt d'attendre, de temporiser. C'est ça. Donc malgré que ça soit une action, t'as un on peut avoir une question de temporisation, c'est-à-dire que même si je suis par exemple premier joueur et puis que je suis là comme ça et que avec mes cartes et que je suis pas sûr ou que je sais pas ce que va jouer l'autre, je peux dire que je passe. Mon adversaire peut jouer, mais moi je peux rejouer. Tant que j'ai pas passé en prenant l'initiative, je peux rejouer. Si je passe simplement, je pourrais rejouer. Tout dépend de l'autre. Donc au début, on a tendance à jouer une action, mais des fois on peut dire que de temporiser pour voir qu'est-ce que l'adversaire va sortir ou qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir réagir effectivement avec une des cartes qu'on a en main, ça peut être important quoi. Donc là, cet aspect, cette phase d'action où on va jouer l'un après l'autre, moi je trouve ça plutôt sympa en termes de gameplay, ça fait quelque chose de très dynamique et c'est quand même finalement assez riche parce qu'on a quand même assez d'options entre les actions qu'on peut avoir sur les leaders, le fait d'attaquer ou pas avec nos unités, de poser une unité sur la table, de jouer une carte événement, puisqu'on peut avoir aussi des cartes événements comme ça, ça c'est une action, puisqu'en fait on joue une carte. Quand on joue une carte événement, on fait l'effet. C'est aussi une action. Donc on va avoir pas mal d'options comme ça qui vont se donner. On peut aussi jouer d'autres cartes qui s'appellent des cartes comme ça, qui sont des cartes d'amélioration. Ça, donc là on a le sabre laser de Dark Vador, donc ça c'est bien de le jouer avec Dark Vador, parce qu'on a un gros bonus quand on le joue. Et ça c'est une carte qui va se rajouter à une carte. Ça va la buffer quoi. Et ça va la buffer puisque là, ça donne 3 en attaque et 1 en défense. Par contre, moi j'ai pas joué, donc j'ai juste regardé sur des vidéos sur internet à droite à gauche, etc. Mais c'est un jeu où du coup tu peux faire des tourelles quoi. Enfin tu peux faire un peu tu peux avoir des gros persos sur le board au fur et à mesure, contrairement à... Parce qu'il y en a où, par exemple, moi je joue beaucoup à la Légende de 5 anneaux, la deuxième édition, où à un moment donné il y avait t'avais des jetons, et au fur et à mesure des tours, tu sais qu'ils allaient se barrer, donc ils restaient sur 3 tours, etc. Ou t'en as d'autres carrément qui restent pas. Là sur celui-là de jeu, t'as les unités, tant qu'elles sont pas dégommées, elles restent quoi. C'est ça. Et effectivement, on peut mettre des améliorations, et on peut en mettre autant qu'on veut. On peut aussi mettre des cartes d'expérience, donc des tokens expérience qui permettent de rajouter des plus 1 plus 1. Et ça, c'est pareil, hein, on n'est pas limité en... je la mets là, mais on n'est pas limité en nombre. Donc on peut avoir effectivement une unité qui va être... J'allais te dire, elle est à l'envers. Ouais, mais non. Mais de l'autre côté, de par le gameplay qui fait que je joue... et mon adversaire joue et autres, à un moment, il faut pas laisser le temps à l'adversaire de s'installer et de faire une unité qui va être entre guillemets un submersible. Après on y reviendra plus tard dans une troisième vidéo ou autre, effectivement. Après c'est pour ça qu'il y a justement les méta avec des decks qui sont plus agressifs, d'autres qui sont plus à long terme, etc. Et effectivement en fonction des couleurs, mais on va y revenir après quand tu nous expliqueras les 6 couleurs du jeu, etc. Mais effectivement ça c'est la structure du round et les actions que vous pouvez faire. Et après est-ce que je sais pas si tu veux parler de la mise en place de ce qu'on a avant, ou est-ce que tu veux parler donc après on va parler effectivement, bon là moi j'ai dit vraiment le cœur du jeu qui est le système d'action, mais après on va quand même savoir comment est-ce qu'on fait pour jouer nos cartes, parce qu'on les joue pas gratuitement. Donc comme je vous avais dit, on a un coût en ressources qui est noté ici, donc cette carte vaut 3, la carte Assaut Rebelle qui était là vaut 1 sur le côté. Comment est-ce qu'on va jouer nos cartes? On va avoir des ressources. Alors par contre, à l'opposé de pas mal de jeux, que ce soit Flesh and Blood ou un Magic, où on va avoir des terrains ou autres, en fait, ce sont les cartes qu'on a en main qui vont aussi nous servir de ressources. Sachant que t'en as 6. Au début du jeu, on en a 6. Sur les 6, on va en mettre 2 dans la zone qui est ici, qui est la zone de ressources. Qui est ici, elle est là. Voilà. Donc, on les joue face cachée, parce qu'en fait, on se fiche complètement de ce qu'il y a dessous. Le truc qu'il y a, c'est que ces cartes sont des ressources, donc on va plus pouvoir les jouer, on va plus pouvoir les récupérer. Donc en fonction de quand on est dans la partie,
ben, il va falloir réfléchir à quelle carte on met. C'est ça, si c'est des grosses cartes de très grosse valeur que vous pouvez pas utiliser au début du jeu, Voilà, ça vaut le coup d'avoir une carte à 7 ou 8 de coups, qui va vous faire une carte morte en main, peut-être qu'il faudra la mettre. C'est ça, ou est-ce que c'est pas le bon moment et autres, mais il va falloir à un moment prendre une décision, c'est-à-dire sur les cartes en main, les 6 que j'ai, combien, et j'en mets 2 en ressources. Alors on n'est pas obligé de les mettre. Le problème, c'est que si on n'en met pas, on n'a pas de ressources. On n'a pas de ressources, et si on n'a pas de ressources, on peut pas trop jouer. Donc au début, on a des cartes, on aura 2 ressources. Donc 2 ressources, bon, bah avec 2 ressources, je peux pas jouer une carte à 3. Hein, donc tous les 4 à 2 quoi qu'il arrive, voilà, c'est ça, c'est au début du jeu. Par contre, tu peux très bien mulligan si ça te plaît pas. Si ça nous plaît pas les 6 cartes qu'on a en main, on peut faire un mulligan, ouais. C'est-à-dire on remélange et on retire 6 cartes. C'est ça, par rapport à d'autres TCG, attention, le mulligan, c'est pas vous dites tiens, ces 3 cartes m'intéressent pas, je mulligan en reprenant 3 cartes, là vous êtes obligé de virer toute votre main. Vous pouvez pas dire il y a 2 cartes qui m'intéressent pas, c'est tout ou rien. Quoi, ouais. C'est ça. Mais vous pouvez mulligan. Donc ça, c'est les ressources de départ, et après, à chaque fin ce qu'on appelle la phase de regroupement, c'est donc après que que les 2 joueurs aient passé, on va piocher 2 cartes de notre deck, et sur ces deux, on va les rajouter à notre main, et on va pouvoir en poser une en plus en ressources. On va redresser toutes nos cartes, et on va pouvoir en poser une. On peut poser une carte, pas forcément dans les 2 qu'on a piochés, dans notre main qu'on a. Donc si j'avais joué plusieurs cartes, voilà, donc je vais mettre une ressource en plus. Donc concrètement, on a 2 cartes de départ, et après une carte par tour. À partir du 2e tour, vous savez que vous avez 3 ressources. Quoi. Donc c'est comme ça que vous allez... Alors c'est juste petite... Après 4, après 5, après 6. C'est là que j'ai trouvé que la gestion, effectivement, comme tu disais, de ressources dans ce jeu est originale. On aime ou on n'aime pas, mais effectivement, ça se joue beaucoup là-dessus. Il faut vraiment... votre stratégie de jeu, enfin votre tactique et stratégie de jeu à long terme, c'est de se dire, en fonction des ressources qui vont arriver, comment je vais gérer ça, sachant qu'évidemment, vous avez des cartes qui vont vous permettre de faire un moteur à ressources pour aller plus vite, parce que les cartes qui vont faire venir des ressources. Petites cartes qui permettent de rajouter des ressources pour aller plus vite. Moi, ce que je trouve qui est quand même assez intéressant et qui est une critique sur des jeux genre Magic, c'est que les ressources n'ont pas de couleur ou n'ont pas de type et autres. Elles sont neutres. J'ai 3 ressources, j'incline mes 3 ressources, je peux jouer une carte à 3. Je me fiche que ça soit une carte bleue, une carte verte, une carte rouge, une carte... Voilà. Les ressources sont neutres. Les cartes que je vais poser en ressources, quelle que soit la carte, ça va être une ressource. Tout simplement. Donc là, on va pas se poser de questions et on va pas avoir de frustration potentielle qu'on peut avoir avec certains jeux où on n'a pas la ressource au bon moment et où on peut pas jouer. Donc, voilà. Donc là, il y a vraiment un équilibre entre les 2 joueurs. À un moment, par contre, vous pouvez vous poser une question. Quand vous commencez à avoir beaucoup de ressources, est-ce que je continue à mettre des cartes en ressources ? Parce que c'est pas obligé. Ou est-ce que je les garde en main pour pouvoir avoir plus d'options de jeu? Après, tout à l'heure, on parlait de la particularité de ce jeu, c'est que, évidemment, tu vas en parler par rapport aux couleurs, mais comme en fait, dans le deck building, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc après, vous verrez tout à l'heure, mais donc ça joue aussi, je pense, sur les ressources, qu'elles aient pas de couleur, parce qu'en fait, vous pouvez utiliser n'importe quelle des 252 cartes qui existent dans la saison 1 et les mettre ensemble. Évidemment, ce sera plus ou moins cher à les jouer, mais donc dans le deck building, je pense que ça joue aussi sur le fait que les ressources, elles soient pas colorées, on va dire ça comme ça. Ok, donc ça c'est pour la gestion ressources qui est assez intéressante. Quoi. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment sympa et c'est simple quoi. On a nos cartes, on a nos ressources. Si on aura tous les 2 le même nombre de ressources, sauf si après on joue avec des cartes qui permettent d'avoir des ressources supplémentaires. Mais ça va être vraiment des choix. On va pas avoir une frustration de pas pouvoir jouer quelque chose parce qu'on n'a pas les ressources, parce que c'est pas la bonne couleur, parce que c'est pas le bon type ou autre. Non. Là, il y aura pas ce problème-là. On pourra pas dire oh mais j'ai perdu parce que j'ai pas tiré les bonnes cartes ou les bonnes ressources qu'il peut un peu avoir. Alors supposons du coup celle-là tu l'as pas joué parce qu'on est au premier tour, donc t'avais une main de 6, t'as utilisé ces 2 cartes-là et il t'en reste donc 4 en main. Tu as ces 2 cartes parce que t'avais ta base au départ et ton héros. Est-ce que du coup tu voulais nous parler des couleurs justement pour Donc alors on va avoir... ça, mais je vous ai pas montré, mais voilà, il y en a les 2 ressources au départ, voilà. La base et le héros. La base et le héros. Donc, si vous regardez, le héros, il a ce qu'on appelle des affinités. Donc, les affinités, c'est un icône et puis une couleur. Donc, si je le propose là-bas, toutes les cartes, en fait, donc le héros a 2 affinités. Sur les et 6 la couleurs. base, sur les 6 possibles, et la base en a une. Donc au début du jeu, on n'aura que 3 d'affinités obligatoires. Je sais pas s'il y a des bases qui ont 2 couleurs. Est-ce que s'il y en a des... Ouais, donc c'est obligatoirement 3. Donc concrètement, on a potentiellement 3 affinités. On peut très bien avoir que 2 verts.
Ouais. Parce qu'on a des cartes qui vont être d'affinité 2 verts. Et en fait, donc là, par exemple, avec mon choix de base et de héros, je vais pouvoir jouer plus facilement des cartes rouges, des cartes avec l'affinité rouge, les cartes avec l'affinité noire, des cartes avec l'affinité verte. Donc, par exemple, cette carte qui est une rouge-noire, c'est bon, c'est dans les affinités que je contrôle, pas de souci. Par contre, celle-ci, qui est vert-blanc, là, le problème, c'est que je ne contrôle pas, je n'ai pas l'affinité vert dans mon choix de base et de héros. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas jouer la carte. La seule chose que ça veut dire, c'est que je vais pouvoir jouer la carte, mais elle aura un coût supplémentaire de 2 ressources. Par couleur manquante. Par couleur manquante. Par couleur manquante. Au lieu de coûter 1, elle va coûter 3. Celle-ci, puisque j'ai pas le blanc. Donc, comme tu disais, effectivement, à ce jeu, on va pas être limité par le fait qu'on va pas pouvoir jouer une carte. Non, on peut faire ce qu'on veut, on peut n'importe quelle carte. Il faut juste se dire que si on met une carte qui est pas d'une des affinités qu'on a choisies, bah, le problème c'est qu'elle va nous coûter plus cher à mettre sur le plateau de jeu. Donc concrètement, quand on veut commencer à jouer en compétitif et avoir un deck qui soit efficace, on ne met pas de cartes d'affinité. Sauf si vous voulez perdre. Sauf si vous voulez perdre, ou vraiment des cas particuliers avec une carte qui va vraiment super bien avoir une super synergie avec votre deck, mais en règle générale... Je pense que ce sera les gros joueurs qui vont surprendre avec des genres de cartes qui vont sortir de l'ordinaire, parce que tu diras, ben tiens, celle-là, elle n'a jamais été testée dans ce deck-là, et à voir. À voir. Mais en tout cas, c'est vrai que dans l'aspect, si on parle d'aspect purement deck building, on n'a pas de limite. On va pouvoir jouer n'importe quelle carte, donc ça, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Alors par contre, tu disais, les cartes qui demandent 2 verts, effectivement, si tu n'as qu'un seul vert, ben, c'est pareil, tu vas quand même payer 2 ressources, même si tu as du vert. C'est donc pareil, ça, c'est parce qu'il faut avoir aussi... Alors aujourd'hui, sur donc là on est au premier set, donc des cartes qui sont double ressource, 2 verts, 2 rouges et autres, il y en a très 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 peu. Donc aujourd'hui, si on regarde dans la construction de deck, il n'y a pas vraiment d'intérêt à avoir des ressources en double, parce que le choix de cartes à ce niveau-là est assez limité. Mais au fur et à mesure que le jeu va se développer, je pense qu'on pourra voir des choses un peu bizarres. Bon, on va voir, mais avec 2 verts et pourquoi pas 3 verts à un moment, pour avoir des espèces de decks monocouleurs, à voir après ce que vont inventer et faire les développeurs. Mais c'est vrai qu'avec ces 6 affinités et qu'on en a 3 qu'on maîtrise, est-ce qu'ils vont pas introduire une autre affinité aussi à un moment, on sait pas. Ces 6 affinités et 3 qu'on maîtrise au maximum, ça laisse quand même beaucoup de possibilités en termes derrière de deck de building et de possibilités, quoi. Hops. Après, on va se rendre compte aussi, si tu peux remettre, on va se rendre compte que chaque affinité va avoir ses spécificités. Donc l'affinité rouge, c'est agressivité. Donc agressivité, ça veut dire un peu ce que ça veut dire. C'est que ça va être des cartes qui vont être avec plutôt pour faire de l'attaque et qui vont avoir des valeurs d'attaque assez fortes. On va avoir le vert qui va être le commandement. Donc ça, ce sont des cartes qui vont permettre de nous donner de la ressource ou permettre de soigner notre base. Il y a le bleu, c'est la vigilance. Donc là, on va pouvoir mettre des boucliers sur nos cartes pour les protéger. La ruse, ça c'est les Boba Fett et un peu les contrebandiers, Han Solo et autres. Moi j'aime bien la ruse. c'est vrai que c'est un peu typé en plus sur un type de personnage de Star Wars. Et donc là, ça va être des gens qui vont être des saboteurs, donc ils vont éviter certaines cartes et il y aura bien un Bart qui sortira dans la ruse un jour. Possible. Après, on a l'héroïsme. Donc l'héroïsme, c'est clairement l'héroïsme, c'est les cartes des rebelles. Et infamie, c'est les cartes de l'Empire. Donc là, on va retrouver. Donc chaque et affinité, le bleu, c'est vigilance où tu as là effectivement tout ce qui est défense. Tout ce qui est défense, bouclier et autres. Ouais. Donc on a aussi, chaque affinité est assez typée. Donc en fonction du type de jeu qu'on va vouloir jouer, on va plutôt se concentrer sur une affinité ou une autre. Par exemple, les decks affinités sont des agressivités, sont des decks qui vont vouloir aller très très vite pour gagner la partie rapidement, quoi. Donc ça va pas être du tout dans la dentelle. Donc des cartes qui peuvent être pas chères, qui vont jouer rapidement et qui vont faire très très mal, quoi. Yes. Donc voilà pour les affinités.
on va pas parler de l'attaque, peut-être. Je pense que c'est... Ouais, ça semble parce pas que mal. c'est aussi... moi, ce que je trouve qui est assez sympa, c'est un jeu qui est vraiment aussi centré sur les unités et sur le combat entre unités, ou le combat pour attaquer la base de l'adversaire. Et pour vraiment gagner, il faut qu'on ait des unités. C'est-à-dire, alors, est-ce que ça va évoluer? Mais il y a très peu de cartes qui vont permettre de faire des dégâts directement à la base. Donc pour pouvoir faire des dégâts à la base et gagner, on va devoir déployer des unités. Et là, on a 2 arènes terrestres et spatiales. Donc, unité terrestre par exemple ici, et une unité spatiale, j'en ai une là. Vous voyez, en plus là, j'ai pas choisi la petite Sachant unité. que les unités terrestres ne pourront jamais aller attaquer les unités spatiales, même s'ils ont un gros canon. En tout cas, en l'état pour l'instant, quoi. C'est ça. Alors, quand on va attaquer, quand une unité terrestre va attaquer, elle va pouvoir attaquer une unité terrestre de l'adversaire. Quand une unité spatiale va attaquer, elle va pouvoir attaquer une unité spatiale de l'adversaire. On peut pas jouer, on peut pas on peut pas croiser, quoi. Donc, ou la base. Sauf si... Voilà, la possibilité, c'est si j'ai une unité terrestre, je peux attaquer soit une unité terrestre de l'adversaire, soit sa base. Donc, ça peut aller très très vite, parce qu'on a 30 points. Bon, là, j'ai mis là, celle-là, elle vaut 9. Bon, ça, c'est le gros destroyer impérial. Il fait 8 de dégâts, quoi. Donc, ça peut aller quand même assez vite. Pour attaquer, c'est quelque chose qui est assez important, et les gens, des fois, ils se posent la question. Il faut être redressé. Oui. C'est-à-dire que on ne peut pas attaquer si la carte est inclinée. Et quand on attaque, on incline notre carte. On attaque. Et on va jouer contre le défenseur. Par exemple, là, je l'attaque lui. Je fais 2 dégâts, 3 en défense. Donc, je mets des jetons dégâts. Alors, moi, j'ai des petits jetons qui vont bien. Le kit de démarrage, c'est des petits jetons en carton comme ça. Moi, j'ai tout de suite pris les petits tokens en acrylique qui font bien sympa. Mais allez, on va le faire. Alors, sachant que par contre, les effets, tu reviendras après sur les effets, mais si c'est quand il y a marqué une fois en jouer c'est attaquer, ça fait. Je reviendrai sur les effets. Donc là, on est sur l'attaque. Donc moi, j'ai fait 2 dégâts. Par contre, il y a une riposte immédiate. C'est-à-dire que le défenseur, il a 2 en attaque contre 1. Bim. Parce que c'est simultané quand il n'y a pas de capacité spéciale. Là, c'est simultané. Et je vais en défausse. En règle générale, 90% du temps, c'est du simultané. Donc là, bah, je suis mort, et par contre, l'autre est vivant. Les jetons restent sur les personnages, sauf si je les soigne. Et les cartes soins, il n'y en a pas tant que ça. C'est pas simple de soigner les personnages. Donc on peut très bien, même une unité qui est grosse, l'attaquer plusieurs fois pour réussir à la vaincre au bout d'un moment, quoi. On peut attaquer une unité qui est inclinée, par contre. Mais elle pourra quand même se défendre malgré tout. C'est ça la spécificité. Elle peut se défendre aussi. Par rapport à d'autres jeux où du coup, je sais pas si c'était sur Skyfall, je sais plus sur lesquels, où une fois que tu étais incliné, tu pouvais pas te défendre, mais là, oui. Là, tu peux. En fait, la défense, c'est quand tu te fais attaquer, bon bah tu te défends, quoi, parce que c'est celui qui attaque qui décide. Si par exemple, par contre, je voulais pas attaquer les unités du défenseur et que j'attaquais la base, ben je fais 2 dégâts à la base. Voilà la valeur. Et donc bah, l'objectif c'est de faire jusqu'à 30 dégâts. Donc si on regarde, c'est quand même assez simple les combats. Bon, bien entendu, après on va avoir des petites subtilités. Je t'arrête une seconde, et c'est exactement la même chose pour les unités spatiales. Unités spatiales, c'est exactement pareil. Je vais attaquer les unités spatiales de l'autre côté, ou je vais attaquer la base ici. Donc l'attaque est vraiment très simple et assez basique. Ah oui, il y a quand même une chose qui est importante, c'est que quand je mets une carte en jeu, elle arrive inclinée. Et putain, je vais montrer d'ailleurs parce que c'est important ça. Voilà. Donc si je joue lui, elle arrive inclinée. Ça veut dire que je peux pas attaquer tout de suite. Sur le même tour où tu l'as joué. Parce que il va falloir attendre que les 2 joueurs aient passé pour redresser toutes nos cartes ressources et autres, et on va pouvoir attaquer. Donc ça, sauf certaines cartes qui vont pouvoir le faire, mais ça on rentrera après dans les mots-clés qu'il peut y avoir sur cette extension, qui sont assez limités, ce qui fait que ça reste simple. Donc voilà comment fonctionnent les combats. Ensuite, on va avoir des traits, comment ils appellent ça les mots-clés.
des mots-clés sur les unités. Il y en a 8, il n'y en a pas trop sur le premier, la première saison, ça reste soft. Donc ils vont pouvoir faire des petites subtilités. Donc je vais vous les présenter. Donc ce sont les mots-clés qui sont notés en rouge comme ça. Souvent c'est rappelé à côté qu'est-ce que ça fait. Donc le mot-clé aplomb, c'est que cette unité a +1 +0 pour chaque dégât qu'elle a sur elle. Donc par exemple, si cette unité avait déjà pris des dégâts, par exemple je vais dire 3 dégâts, elle n'est pas morte parce qu'elle peut en encaisser jusqu'à 5, mais quand elle va attaquer avec cet aplomb, elle aura 3 + 3, 6. Donc tout de suite, c'est plus la même chose. Et oui, c'est survivant, quoi, endurci. Voilà, survivant endurci. L'avantage en plus, c'est que quand moi je joue, je peux très bien décider d'attaquer une unité de l'adversaire que je sais qu'il va pas me tuer pour le rendre plus fort. Donc ça peut être assez sympa si on arrive à les maintenir en vie. Alors attention, il y a deux choses différentes. Toi, tu parlais des mots-clés, c'est ce que vous avez en rouge, qui est différent du mot en gras. Oui, qu'on du mot expliquera en après. gras que j'expliquerai après, qui sont des déclencheurs là. Qui sont importants aussi. Ouais. Ensuite, on va avoir une autre mot-clé qui est le mot-clé débordement. Ça, c'est si cette unité attaque, si elle fait plus de dégâts que la valeur de défense, donc là par exemple j'ai 5 et j'ai une valeur de défense de 3, je vais tuer cette unité puisque 5 dégâts, j'en fais, je la tue, hein. Mais les deux qui sont en excès vont sur la base. Parce que sinon c'est perdu, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, sinon c'est du coup... sinon c'est perdu, ouais. Donc, sur la base ou débordement, ça peut pas aller sur les autres unités, ça dépend des effets. T'as pas là le débordement... Ah non, c'est sur la base. C'est sur la base, le débordement. Débordement, ça va sur la base. En fait, on considère qu'il y a un défenseur qui était de défendre sa base, mais on l'a réussi à le vaincre et on fait des dégâts à la base. On a embuscade. Donc l'embuscade, c'est sympa parce que quand on joue cette unité, on la redresse tout de suite. Tu peux la jouer autour tu peux attaquer avec elle sur le moment où tu l'as jouée, voilà, contrairement aux autres. Là, tu la joues et elle peut attaquer tout de suite. Donc ça, c'est des unités qui sont assez sympas. C'est le côté surprise du jeu, justement, parce que sinon les autres, tu sais toujours, tiens, il a mis lui, je vais pouvoir faire ça en défense, alors que là, en gros, c'est notre instantané. Ça, c'est un pseudo-instantané du jeu. Parce que tu sais, je veux dire, tu sais pas ce que là, tu la joues, tu l'attaques, l'autre peut pas prévoir à l'avance. Non. On a protégé. Donc protégé, ça va permettre d'avoir un token bouclier. Donc dans le deck de base, vous avez les cartes. Hein. Moi, j'en ai des plus jolis. Hein, Monsieur fait le malin. Fait le malin, ouais, avec des petits jetons. Donc, le bouclier, c'est sympa parce qu'en fait, ça permet d'annuler tous les dégâts qu'on va prendre d'une source de dégâts. Donc, je me fais attaquer par un gars qui a 6, mon bouclier saute. Mais je prends 0 point de vie. Ça peut être aussi un effet qui va infliger des dégâts à mon héros sans l'attaquer. Parce qu'on a des effets qui peuvent infliger des dégâts à un héros. En fait, la première source de dégâts qui va m'être infligée, elle me fait rien. Par contre, j'enlève mon bouclier. Pour les rebelles qui ont des unités qui ont peu de points de vie, enfin ça dépend lesquels, mais ceux qui n'ont pas beaucoup de points de vie, c'est intéressant, t'as le bouclier, même si tu te prends 6 de dégâts dans la tronche, et du coup il meurt pas. Alors, il y a par exemple, je vais vous montrer, pour vraiment voir les différences de gameplay, Luke Skywalker, son action, c'est pour une ressource, je retourne, j'ajoute un bouclier à une unité rebelle que je viens de jouer. Ça, on y reviendra après, parce que t'as pas... Enfin, après, ça, t'as expliqué qu'il y avait des actions, mais effectivement, chaque leader va avoir... Ouais. On n'a pas expliqué comment fonctionnaient les leaders particulièrement. Les leaders ont des actions aussi, hein, voilà. Comme j'avais qui sont spécifiques à eux. Qui sont spécifiques à eux. Et qui vont aussi définir le type de gameplay que vous allez avoir. Ensuite, vous avez Raid. Donc Raid, c'est toujours associé à une valeur. Donc ça peut être 1, 2, 3, 4. Bon, pour l'instant, on a des 1 ou des 2. Et la valeur qui est notée à côté, c'est un bonus qui est là quand il attaque. Donc c'est la Raid 2. Donc quand elle attaque, au lieu d'attaquer à 1, elle va attaquer à 3. Par contre, elle défend toujours à 1. Quand elle attaque. Enfin, quand elle attaque, elle défend pour attaquer. Par contre, quand elle défend, quand elle est attaquée, voilà. Elle va riposter qu'avec 1. C'est ça. Voilà. On a d'autres qui sont récupération. Donc ça, c'est quand cette unité attaque, elle va permettre de soigner la base.
Donc on va avoir des unités qui vont permettre effectivement de soigner notre base quand elles attaquent. Donc ce qui est plutôt aussi sympa. On va avoir une type d'unité qui est vraiment important, c'est sentinelle. Les unités sentinelles vont empêcher qu'on attaque notre base ou d'autres unités. En fait, les unités dans cette arène, elles doivent être attaquées, les unités qui ont sentinelle doivent être attaquées en premier. Voilà, c'est des taunts. Voilà. Donc, ça permet vraiment de protéger sa base et d'éviter... Ou ces unités faibles qui ont des super pouvoirs. Ou ces unités faibles qui ont vraiment des pouvoirs. Donc, mettre une carte sentinelle, ça peut vraiment être intéressant avant de jouer une carte qui est fragile mais qui a un effet qui est sympa. Donc, c'est quand même des unités qui sont importantes pour protéger sa base. Et il y en a un peu partout. C'est un mot-clé qui est vraiment assez important. Et pour contrer les sentinelles, on a le saboteur. Donc là, c'est une unité qui va ignorer Sentinelle et qui va éliminer les boucliers. Alors quand tu dis éliminer, ça veut dire qu'elle va éliminer avant de faire les dégâts. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il n'a plus le bouclier. Le bouclier, en fait, il sert à rien. Et donc il fait des dégâts. Et ça peut être les boucliers, parce qu'une unité peut avoir plusieurs boucliers. On peut accumuler des boucliers sur une unité pour la rendre encore plus costaud. Donc le saboteur, il va pouvoir effectivement éviter les sentinelles pour attaquer des unités qui n'ont pas sentinelles et faire sauter. Est-ce que tu en as, par exemple, la question, c'est, par exemple, le saboteur, c'est très très fort, mais tu peux l'anticiper parce que tu sais il fera ses dégâts au tour d'après, mais est-ce que tu peux avoir des mots-clés saboteur? Oui, tu as des mots-clés avec saboteur et celui qui arrive directement, là, juste avant, on avait dit embuscade. Embuscade, saboteur, est-ce qu'il y en a dans le... Parce que saboteur, embuscade, ça fait mal aux fesses. Ouais, ça peut être costaud, je suis pas certain. En tout cas, tu peux avoir plusieurs mots-clés, voilà. En tout cas, tu peux avoir plusieurs mots-clés qui vont pouvoir... Ah oui, tu peux avoir plusieurs mots-clés qui vont se combiner, ou tu peux avoir des cartes événements qui vont permettre de donner un mot-clé à une unité. Donc si tu donnes un mot-clé embuscade à une unité qui avait de base saboteur, bon, ça peut être sympa. Donc là, on est rentré sur les mots-clés. Il y en a combien? Il y en a 8, ouais. Donc vous voyez, ils sont assez simples. Donc là, il n'y a rien de vraiment trop compliqué. Et ensuite, on va avoir effectivement des déclencheurs. Donc les déclencheurs, on va avoir un qui est... Si on prend dans l'ordre, donc une fois joué. Donc c'est pas compliqué, celle-là, quand je la pose sur l'arène, eh ben, je fais l'effet qui est noté ici. Donc là, c'est infliger à une unité des dégâts égaux au nombre d'unités que vous comprenez dans son arène. Donc ça marche qu'une seule fois pour au moment où tu la... Donc après, quand tu vas attaquer, c'est pas une fois joué. C'est-à-dire que attaquer, ça fait passer attaquer, c'est pas jouer. Voilà, jouer, c'est vraiment, on a une carte de notre main qu'on met sur l'arène. Donc là, c'est une unité terrestre, mais ça pourrait très bien être une unité spatiale. Donc ça, c'est une fois joué. On va avoir des effets en attaque. Donc là, on voit celle-ci en attaque. Donc je peux infliger un dégât au défenseur ou à une base. Toujours pareil dans les... Pardon, je t'ai coupé, mais dans ces jeux de cartes, attention, faites bien attention, si c'est vous pouvez... ou ou infliger. Si c'est infligé, vous êtes obligé de le faire. Si c'est vous pouvez. Voilà. Je dis ça parce que vous allez avoir des cartes, par exemple, qui vous disent, si vous dites infliger un dégât et qu'il n'y a personne en face, vous êtes obligé d'infliger des dégâts à vos propres unités. Je sais plus quelle carte qui fait ça, mais faites attention de si c'est vous pouvez ou infliger, parce que des fois ça peut vous revenir sur la tronche. Moi, c'est un petit détail, mais Donc là, en attaque, c'est pas compliqué, hein. C'est quand on a engagé l'unité pour attaquer. Donc là, eh ben, on résout son effet. On va avoir une fois éliminé. Donc ça, c'est quand l'unité est éliminée d'une manière ou d'une autre. Alors, le technicien du super laser, c'est une carte qui est énormément jouée, parce que si vous regardez, une fois éliminée, vous pouvez mettre cette unité en jeu en tant que ressource et la redresser. Donc, c'est-à-dire que... C'est une ressource directe. Je le tue, je le mets en tant que ressource, et en plus, elle est disponible de suite. Donc ça, c'est pour accélérer accélérer le nombre de ressources. C'est un moteur de ressources, c'est une carte qui est jouée dans tous les decks qui sont noirs ou verts. Et alors, comment est-ce qu'on fait? C'est pas compliqué, hein, je peux la suicider. Hein. Je vais la suicider sur le gars qui adverse, et puis hop, ça me fait une ressource en plus. Donc ça c'est quand même assez sympa.
Et après, on va avoir d'autres choses. Bon, après, je vais pas tous les décrire, mais là, c'est quand vous jouez un événement. Donc, c'est quand moi, je joue un événement. Donc, un événement, c'est pareil, c'est les types de cartes que j'avais montré tout à l'heure, comme Assaut Rebelle, hein, qui est noté ici avec marqué événement. Si je joue cet événement, alors je peux faire cet effet. La particularité, c'est que c'est un effet qui peut se faire plusieurs fois. Donc c'est l'avantage, c'est que oui. du coup, si tu fais plein d'événements, voilà. là tu tiens, je vais mettre cette carte et je vais faire plein d'événements qui ont, enfin, pour faire matcher. Alors, la différence, un effet, ce n'est pas une action. Un effet, c'est quelque chose qui se produit quand le déclencheur arrive. Donc, ça va pas, c'est pas une action. Donc, on peut très bien, en fait, jouer une carte qui va déclencher plusieurs effets, en une seule action. Donc, on peut, je disais qu'il n'y avait pas de combo, mais potentiellement, on peut faire des combos grâce aux cartes qu'on a déjà posées. Il me semble qu'il y a un effet qui dit à chaque fois que vous posez une carte, machin, et que tu reposes une carte, ça sera un truc, un cycle sans fin. Mais voilà. Et ensuite, donc là, c'est les principaux. Bon, il y en a plein, mais sûrement d'autres. Mais là, après, on peut avoir aussi des effets qui sont sur des cartes, une unité. Donc voilà, cette unité à +1/+1 pour chaque ressource que je contrôle, parce qu'à la base elle est à 0,0. Après, t'as pas parlé des mots en petit là, peut-être que ça c'est important pour les effets justement. Alors non, ça va être important pour autre chose. Là, tant qu'il y a au moins 3 affinités parmi les autres unités amies, cette unité peut pas être attaquée. Voilà, donc ça c'est palier, ce sont des effets qui sont constants, pas liés à un déclencheur qui est lié à l'unité. J'ai aussi, on a des permanents, quoi. Des permanents, ouais. On a par exemple un héros qui va donner +1 à toutes les unités rebelles. Ou le grand Moff Tarkin est +1. Et rebelles, par contre, tu vas les retrouver comme tu fais voir là sur la carte, là, et là, effectivement, Mandalorien, rebelle. Là. Ouais. Ça, par contre, donc c'est pas la même chose que les mots qui sont en dessous ici. Je vais parler de ça là. Parce que ça a un effet pour là. Ça a des effets pour les après cartes. Ça va. Alors après oui. Ah oui. Alors après oui. Si ça va dépendre en fait. On va des fois avoir des effets qui vont dépendre de l'affinité, mais des fois qui vont dépendre des mots. C'est pas les mots clés, c'est les mots qui sont là. Voilà. Les mots qui sont notés ici. Donc là, c'est une unité rebelle qui est d'affinité blanche et rouge, mais c'est une unité rebelle. Voilà. Et donc il y a par exemple un héros qui va permettre de donner +1/+1 à toutes les unités rebelles. Donc lui c'est bien de le... Donc faites bien attention aux mots que vous avez sur vos cartes, quoi. Voilà. Donc on peut avoir en fait des effets qui vont se cumuler et qui vont pouvoir donner des trucs assez intéressants. C'est pour ça aussi que quand ils ont fait les tokens, là ils ont donné pas mal de petits tokens là comme ça, vous voyez des +1/+1 ou des +1/+0, ça ce sont des effets qui vont être temporaires. Alors ça, sachant que ça c'est des tokens, tu avais dit ce qui le fait, c'est GameGenic, c'est ça? GameGenic. Donc là on a parlé un peu de tout ça, et alors là on va se recentrer effectivement sur les héros. Le héros, il va avoir 2 actions possibles. Donc une action qui est notée ici. Donc chaque héros a sa propre action. Donc là, celle de Darth Vader, c'est je dépends une ressource et je l'incline. Donc je peux jouer cette action qu'une seule fois. Et si j'ai joué une carte avec l'affinité infamie, donc par exemple celle-là, hein, puisqu'elle a l'affinité infamie, alors je peux infliger un dégât à une base. Voilà. Et à une unité. Donc là, et l'unité peut être n'importe où, hein, ça peut être du spatial, du machin, donc c'est quand même assez fort. Moi je joue en ce moment Sabine, qui va infliger un dégât à chaque base. Donc c'est un héros qui est très agressif. L'objectif, ça va être de faire baisser les points de vie des bases le plus vite possible. Mais chaque base, c'est la tienne aussi, quoi. Voilà, la tienne aussi. Par contre, ça coûte pas de ressources, donc je peux vite faire tomber les bases ennemies. L'objectif, c'est d'aller plus vite que l'autre, quoi. C'est un peu une tactique de rush. Et on a une deuxième chose, c'est l'action épique. Une action épique, c'est un type d'action qu'on peut ne faire qu'une seule fois. Donc, par partie. Par partie, ouais. Donc on va avoir un jeton, donc là moi j'ai un jeton qui est ici, qui permet de le mettre, mais il y en a un, je crois, dans le... Ouais, donc hop, quand vous avez joué votre action épique, c'est fini, vous ne pourrez plus la jouer. L'action épique de chaque héros, c'est
toujours la même, c'est si vous avez un certain nombre de ressources, vous pouvez déployer ce leader. Donc là, Dark Vador, c'est 7 ressources. Sabine, il suffit d'en avoir 4. Déployer un leader, c'est quoi? C'est une action, c'est je prends mon leader de sa zone de leader, je le retourne, et je le mets dans l'arène des unités terrestres. Redressé. Donc il n'arrive pas comme ça, il arrive comme ça. Même si je l'avais utilisé avant, son action, et que je l'avais tourné, et que j'utilise son action épique et je le déploie, il arrive comme ça. Donc concrètement, l'arrivée d'un leader, c'est très important dans le jeu, parce que ça va vous permettre d'avoir une unité qui va arriver, qui va pouvoir attaquer tout de suite, et qui n'est pas une unité mauvaise, parce que là c'est 5 dégâts, 5 en attaque, 8 en défense. Et en attaque, en plus, elle peut infliger 2 dégâts à une unité. C'est vraiment des unités qui sont puissantes. Et juste par rapport à ce que tu disais, quand on vous demande par exemple 7 ressources pour le faire venir, ça veut pas dire que ça vous les dépense. Donc ça veut dire que vous allez quand même les ressources, il faut que vous les ayez dans votre zone de ressources. Oui, c'est ça. Mais vous ne les dépensez pas. Donc ça veut dire que c'est même intéressant des fois de, voilà, qu'elles soient inclinées ou pas inclinées, les ressources, ça change rien, il faut juste les avoir. D'ailleurs, faites attention quand vous jouez, quand vous allez peut-être supprimer des ressources, de bien jouer d'abord votre héros. Supposons que vous êtes arrivé à 7, de pouvoir jouer, faire venir votre héros avant d'avoir par exemple de supprimer une ressource. Ça peut arriver qu'à un moment donné t'aies moins de ressources et que du coup tu aurais dû peut-être. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'effets qui fassent sauter une ressource. En tout cas de faire gaffe de dire tiens celle-là j'ai le bon nombre de ressources, faut pas revenir. Mais ça peut vraiment être un moment important au moment où un joueur arrive à ce niveau. Donc là par exemple Dark Vador c'est 7 et Sabine c'est 4. Quand votre adversaire il arrive à ce niveau de ressources, il faut quand même se poser la question et anticiper que potentiellement il va pouvoir jouer son leader, et donc ça va lui apporter un boost de puissance qui va être assez important, parce que c'est une unité qui arrive en jeu et qui peut être utilisée tout de suite, quoi. Donc ça c'est vraiment un des aspects importants du jeu. Et une fois, par contre, bien entendu, notre leader déployé, il peut se faire tuer, comme tous les autres, mais par contre, quand il se fait tuer, il revient dans la zone leader, on le remet de l'autre côté. Par contre, son action épique ne sera plus utilisable, donc on va supprimer son action épique, il arrive incliné en plus. Par contre, on pourra, au tour d'après, toujours utiliser son action. Mais des pivots des parties, c'est vraiment l'arrivée du leader. Donc il faut faire gaffe aussi quand on a des leaders qui sont comme Sabine, bon, qui sont 2-5, mais quand elle arrive en jeu, faut faire attention de ne pas se la faire tuer trop vite, quoi. Mais c'est vraiment un aspect assez important du jeu. Quand est-ce que le leader va arriver en jeu? Moi je trouve vraiment dans ce jeu, même si je sais pas, peut-être t'as fait des AP, vous avez joué plein de fois et tout, mais juste dans la lecture, dans la visionnage des vidéos et tout ça, que c'est vraiment un jeu à gros tempo, quoi. C'est vraiment le tempo de à quel moment donné, pour avoir fait, on en parlera après, mais vous pouvez tester le jeu aussi sur internet gratuitement, et le tempo de comment je vais gérer au mieux mes ressources, quelle carte je vais mettre, parce qu'après ça va faire telle ou telle chose pour le tour d'après, c'est super important, c'est-à-dire de pas se planter des fois de pas se planter d'ordre, voilà, quand t'as tes cartes en main. Le mec qui connaît, mais tu peux. Non, mais c'est vrai, après on va avoir parce que sinon tu vas vite te retrouver bloqué on va avoir aussi vite des cartes, par exemple, à un moment j'ai Dark Vador. Bon, à un moment, il faut que je le joue, il fait essayer au niveau du tempo de le jouer avec son sabre, quoi. Ouais. Parce que là, sabre à attaché à une unité qui est non véhicule, et si l'unité Dark Vador t'affiche 4 dégâts à une unité terrestre. Et tu lui rajoutes un +3/+1, donc là ça devient vraiment un monstre, quoi. Ça lui fait un 8-9. Enfin voilà, donc il y a cet aspect effectivement. Sachant d'ailleurs, on parle un peu pour le niveau gameplay, si jamais Dark Vador est éliminé, son amélioration elle part avec lui. Ah oui, l'amélioration est détruite. Voilà, c'était juste un détail, mais tu peux pas le garder, dire tiens ça remet dans la main pour pouvoir le rejouer, quoi. Non. Donc le timing de quand est-ce qu'on va mettre son leader, de comment on va le déployer, ça peut vraiment permettre de savoir, de déterminer si on va vraiment gagner ou pas, quoi. Après on parlait rapidement des personnages uniques.
bien entendu, hein, le héros est un personnage unique, mais lui, le leader, est un personnage unique, mais le leader, on peut en avoir qu'un. Donc, de toute façon, la question se pose pas. Par contre, je peux très bien avoir 3 fois... Sabine, donc on voit même carte. Les deux sont uniques. De ne pas confondre un héros unité et un leader. Voilà, un leader ou une unité. Donc là, c'est leader et unité, alors que ça, c'est que unité. Celle-ci, j'en aurai qu'une en jeu, bah, c'est celle que j'ai sur mon plateau de jeu. Elle, je peux l'avoir en 3 fois. Dans ton deck. Ouais. Dans mon deck. Par contre, je peux avoir qu'un seul exemplaire de cette carte sur le plateau de jeu. Mais je peux avoir la version unité et la version unité leader parce que le petit texte en dessous est différent. Donc pour savoir si une unité est unique, en fait c'est pas juste le titre mais c'est aussi le sous-titre. Donc Sabine Wren qui est adepte en explosif ou qui est révolutionnaire, je peux les avoir tout à fait les deux ensemble les mêmes. Sur mon plateau de jeu, quoi. Yes. Et donc là, ça peut être assez violent, quoi. Parce que ça, c'est une question que les gens posent très très souvent. Moi qui regarde un peu les trucs Facebook ou les trucs Discord, ça c'est typiquement le genre de question. Les gens, mais est-ce que je peux jouer la carte, l'unité Sabine Wren alors que j'ai eu le héros Sabine? On peut. Pareil, on a une carte Dark Vador qui est une unité. Est-ce que je peux jouer avec le héros? On peut aussi. On peut voir, après, c'est un jeu aussi, il faut vraiment... Il y a assez peu il y a quand même pas mal de questions qui se posent, mais c'est relativement clair. Donc il faut vraiment lire les cartes et faire ce qu'il y a noté sur les cartes. Si je mets par exemple cette carte qui est un événement, attaquer avec une unité rebelle, elle a +1/+0 pour cette attaque. Donc attaquer avec une unité rebelle, vu qu'il y a le mot attaquer, donc déjà une unité rebelle, c'est une unité qui a noté rebelle, hein, ici, donc lui c'est un rebelle. Si j'ai marqué attaquer, il faut que l'unité puisse attaquer. Donc ça veut dire qu'il faut qu'elle soit redressée. Une unité qui est inclinée ne peut pas attaquer. Donc je ne peux pas jouer cette carte pour dire je vais attaquer avec... Par contre, tu fais une partie de la carte si tu peux faire une partie de la carte. C'est, dans les trucs, c'est si tu puisses faire une partie de ta carte. Si on peut attaquer, on doit attaquer. Voilà. C'est pas compliqué. Même si c'est se suicider. Bon. Et en plus, donc je fais le premier, et je peux refaire une autre attaque avec une autre unité, avec un +1/+0. Donc ça, c'est des cartes qui sont sur les decks un peu rebelles, c'est beaucoup joué par exemple, parce que c'est quand même une carte vraiment sympa, quoi. D'ailleurs, t'en as pas parlé tout à l'heure, mais effectivement, il y a des cartes, comme je disais, c'est que dans les attaques, t'as des cartes qui te permettent de tirer, enfin de taper avant que l'adversaire puisse te taper. C'est ce qu'on parlait de tempo, dans le sens les tirs rapides, etc. où tu vas avoir... Alors tu vas dire, tiens, tu fais les dégâts, et si l'autre il est toujours en vie, il te fera les dégâts, mais s'il est plus en vie, il te fera pas de dégâts. Mais pour l'instant, c'est pas un mot-clé qui est noté, c'est noté sur une... truc de tempo, mais... Il y a une... Je vais en sortir une. Il sort son classeur, il fait le malin. Il fait le malin avec ses 200 sur 252 cartes, t'en as combien? 247. Mais Julien, c'est la vidéo d'après, ça, c'est pas celle de maintenant. Range-moi ça. Il y a Han Solo, mais où est-ce qu'il est, notre petit Han Solo? Il est par là. Il est là, ouais. Donc Han Solo, il est pas mal parce que... Il essaye de me narguer avec toutes ses cartes. Donc Han Solo, il a embuscade, après avoir joué cette unité, il peut se redresser, mais en plus, lorsqu'elle attaque, elle inflige ses dégâts de combat avant le défenseur. Donc, lui, il arrive, il attaque tout de suite, et en plus, il fait des dégâts avant. Donc, c'est quand même assez sympa, quoi. C'est pour ça que la force du jeu, c'est que avec des règles simples, même si effectivement là ça fait 1 heure qu'on papote, mais on est t'es allé loin dans toutes les possibilités. C'était le but, c'est vraiment de vous présenter, d'expliquer les règles, mais pas juste les règles de base, c'est d'expliquer tous les mots clés, tout ça. Donc le jeu peut s'expliquer en 5 minutes avec vos amis, même les gens qui sont pas joueurs rapidement. Pour l'initiation au TCG aussi, ça marche bien. Je pense qu'on est sur un format où les gens qui veulent le découvrir, bon c'est pas leur canal c'est sûr, mais on reste quand même sur quelque chose d'accessible, même pour les non-joueurs. Et après évidemment bah oui, dès que tu veux jouer un peu pour les gens qui veulent faire des tournois, etc., là tu vas pouvoir faire des choses intéressantes. Moi je trouve que c'est vraiment ça une des forces, et je pense qu'ils ont vraiment en plus bien
bien paramétrer le jeu, c'est-à-dire avec, encore une fois, je le dis, le deck, il est vraiment, de démarrage, est vraiment sympa pour commencer Je vous promets, je n'ai pas dit qu'il y a un pourcentage. Je lui donne pas de pourcentage sur les ventes de boîtes. Non, mais après, j'en ai un gratuit, c'est pas ça qu'on avait dit? Ah mince. Attends, tu te souviens pas ça? Non, mais c'est trop tard, je l'ai déjà, donc tu peux pas. Faudra que tu m'offres autre chose. donc voilà, donc pour l'accessibilité, il y a tout qui est fait pour rendre accessible, et le jeu est accessible et facile à jouer. Mais quand on commence à s'y intéresser un peu en termes de gameplay, on voit quand même qu'il y a quand même une profondeur entre les effets sur les cartes, les déclencheurs et autres compagnies. On peut quand même aller relativement loin. En termes de deck building, on a quand même beaucoup de possibilités. On peut vraiment avoir des orientations de decks très différentes, des decks très agressifs, des decks qui vont être plus basés sur le contrôle de l'arène de jeu, des decks qui vont protéger ses unités, qui vont permettre de soigner sa base ou autre, donc d'être plus dans un tempo plus lent ou dans un tempo rapide avec des decks très agressifs. Donc il y a une belle profondeur, moi je trouve, pour tout le monde, et moi je vois, on a une des raisons aussi pourquoi je me suis bien lancé dedans, c'est que ça a très bien accroché avec mes enfants. Bon, après, mon fils a 17 et puis ma fille a 15 ans, mais ils ont très, très vite accroché au jeu, et on a réussi à jouer très facilement sans trop se poser de questions. Alors que par exemple Flesh and Blood, qui est un jeu que j'aime bien aussi parce qu'il est très technique, mais il y a une courbe d'apprentissage qui est la même, existante et qui est un peu plus compliquée. C'est au début, on sait pas trop comment on fait à Flesh and Blood. Là, au début, on joue la première partie. Eh ben, on joue bien, quoi. On arrive à jouer facilement. Après, je voudrais rebondir par rapport à ça. C'est rigolo que t'en parles parce que j'allais vous dire, moi, par exemple, un de mes TCG qui était les passeurs, c'était pas un TCG, mais c'était le jeu de cartes la Légende des 5 Anneaux, la 2e édition. Pour moi, c'est le jeu auquel j'ai pris le plus de plaisir à jouer. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé autant de plaisir égalé que celui-là. Mais pourquoi je l'ai arrêté? Parce qu'il y avait pas une communauté autour de moi ou des gens qui étaient susceptibles de pouvoir jouer 3h30 sur un jeu ou 4 heures avec, si on voulait aller loin dans les règles, il est beaucoup plus compliqué encore que Flesh and Blood, tu vois. Et donc après la Flesh and Blood, j'avais trouvé ça beaucoup plus accessible, et ça va que j'ai pas mal d'entourage qui font du Flesh and Blood. Donc là, même sur la boutique Garageux, il y aura du Flesh and Blood, et moi c'est un jeu que j'ai envie de mettre en avant sur des tournois et de proposer encore des choses dessus. Mais c'est vrai que tu vois, par exemple Star Wars, où je suis moins, on va pas se le mentir, comme ça sur l'univers, bon Star Wars ok, mais je suis moins attiré, que ce soit sur les illustrations, les designs, etc. C'est un jeu sur lequel je suis tenté pour y aller parce que la mécanique est simple, mais elle fonctionne bien, et surtout en fait je pense que la base de tous ces TCG, c'est surtout ce qu'il y a dans votre entourage. C'est-à-dire que si vous avez un TCG mais que vous pouvez avoir personne avec qui jouer ou qu'il n'y a pas de communauté autour de vous, la base c'est ça, c'est avant toute chose, c'est est-ce que vous avez, je sais pas, une boutique, une association, est-ce que vous avez des amis, ou enfin bref, des amis est-ce que vous avez des amis avec qui jouer à ce genre de jeu, parce qu'ils sont intéressés ou par l'univers, ou parce que c'est des gens qui sont des joueurs plus experts ou familiaux. Et je pense que c'est important de réfléchir à ça parce que des fois on va investir beaucoup d'argent des fois parce qu'on a un coup de cœur sur un TCG, mais attention, là je fais vraiment le côté anti-boutique de attention, ça peut être des gouffres à fric rapidement. Et donc est-ce que il y a quelque chose qui se passe dans votre région, ou est-ce que, comme tu l'as très bien dit juste avant, est-ce que dans votre famille vous allez pouvoir y jouer? C'est-à-dire que moi effectivement, toi tu vas arrêter Flesh and Blood, j'ai des copains qui disaient bah tiens, nous on va se mettre à Star Wars. Si à un moment donné tout autour de moi tout le monde se met à jouer à Star Wars, même si j'aime Flesh and Blood, qu'est-ce que je vais faire? Et je vais me mettre à jouer qu'à Star Wars, parce que c'est le plus important. Enfin, évidemment au départ l'essence même du jeu c'est de pouvoir jouer avec les autres, quoi. Donc faites-y attention. C'est un détail, j'étais un peu chiant sur ça, mais c'est important parce que c'est quand même un point clé essentiel, quoi. Je sais pas si au niveau des règles, t'avais des choses à rajouter ou pas. Il me semble que t'as parlé de pas mal. Non, on a vraiment parlé de tout. Là, il y a vraiment toutes les capacités qui sont rappelées sur le petit plateau. Donc voilà, il y a prise en main, accessibilité simple, mais après avec quand même une profondeur de jeu. Tu as parlé de tempo, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit à ce niveau-là, et des possibilités de deck building qui sont importantes. Et puis on en parlera après, mais il y a l'aspect collectionniste là où non, mais ils ont été, je trouve qu'ils ont été très malins dans beaucoup d'aspects, donc sur l'aspect accessibilité, sur l'aspect deck building et sur l'aspect collection aussi. Bon, ça c'est moins bon pour le porte-monnaie, mais voilà. On y reviendra après, pour les collectionneurs,
ils ont bien fait leur truc aussi. Peut-être pour conclure cette vidéo, on a parlé du kit de démarrage pour le genre de jeu de société. Vous pouvez découvrir juste avec ce kit et puis ça vous permettra déjà de voir si vous aimez ou juste de vous amuser, de vous en arrêter là. Après, au niveau budget, si vous voulez jouer plus loin ou en tournoi, si vous avez un kit de démarrage et un display, pour ceux vraiment qui veulent ce que tu disais, hein, toi tu disais les jeux qu'on appelle les displays, donc c'est les packs avec plein de boosters. Là-dedans, vous en avez 24. Avec ça, plus un kit de démarrage, vous avez de quoi déjà faire vos différentes combinaisons pour pouvoir jouer à la maison. Ça, c'est une des possibilités. Et après, si vous voulez jouer en tournoi, on disait que c'est quand même un des jeux qui, si vous n'êtes pas, on ne parle pas de la collection, mais du côté gameplay, acheter les cartes gameplay, évidemment, ça a toujours un coût, mais vous pouvez aller sur les différents sites de vente en ligne de cartes à l'unité. Et là, vous pouvez vous créer un deck entre 150 et 300 euros. Après, comme tu disais, ça dépend de si on veut avoir 3 légendaires qui coûtent 80 la voilà. Après, c'est au niveau si on prend effectivement le deck de démarrage, on a déjà une bonne base, franchement, sur un truc qui est pas super compétitif, mais qui fonctionne déjà très bien. Ça montre les étendues. Bon, qui est typé, hein, avec Luc d'un côté et Dark de l'autre. Avec une boîte de booster, on va pouvoir avoir toutes les communes quasiment en x3. Clairement, les peu communes, on en aura pas mal. Bon, après, on aura des difficultés sur les rares et légendaires, même si le taux de drop est assez important, même pour les légendaires. Donc, on aura quand même des cartes sympas. Et après, un des gros, l'intérêt aussi, c'est si tu as une communauté autour. L'avantage d'avoir une communauté autour, c'est que tu peux aussi échanger. Mais oui, c'est le but aussi de et échanger, ben c'est un peu le but aussi de ce genre de jeu, c'est que toi, bah, si tu veux faire un deck d'un type et puis que ton copain à côté il veut faire un deck d'autres types et que vous avez des cartes qui sont pas intéressantes pour le deck que vous voulez faire, bah, vous pouvez échanger les cartes. Donc plus la communauté et plus les gens qui sont autour sont le nombre de personnes qui sont autour sont importantes, plus vous allez pouvoir aussi faire des échanges, parce que c'est une des parties, on n'est pas obligé d'acheter les cartes, on peut aussi très bien faire des échanges et ça marche très bien. Et pour réussir à avoir un bon deck et puis pouvoir jouer et puis pouvoir s'amuser. Ouais, donc c'est moins, on va dire, c'est moins cher qu'une bonne partie de certains jeux qui vous coûtent vraiment beaucoup d'argent. Si vous voulez vraiment avoir, je parle encore une fois que du côté gameplay, puisqu'en fait les cartes vous pouvez les avoir dans leur version basique. Là, on y reviendra après sur le côté collection, mais leur version basique, bah, votre deck vous pouvez vous en sortir avec quelque chose de raisonnable, on va dire, par rapport à ce genre ça reste correct. Et comme tu disais aussi, le drop quand le drop, c'est-à-dire le tirage dans vos boosters, tous les, combien tu disais là, c'était donc les légendaires, on en a un par 8 boosters en moyenne. Ce qui est mieux que les autres, ce qui est plus parce que dans une boîte de boosters, potentiellement vous en avez 3. Vu que vous pouvez avoir des cartes en plus hyper spacées autres, on arrive à des 4, 5 même qui peuvent avoir sur les en légendaire sur les autres. Là où un Flesh and Blood, vous en avez une quoi. Sur un truc de 24, on en a qu'une seule. Après, tous les TCG sont jouables quand même, mine de rien. Si on veut pas rentrer dans le super compétitif, on peut jouer quand même avec une base de cartes sans se ruiner complètement. Mais après, si on veut aller plus loin, bon bah c'est sûr. Mais après, si on veut aller plus loin dans des aspects tournois et autres, et qu'on va jouer beaucoup plus, bon bah l'aspect prix va devenir de moins en moins important puisqu'on va jouer de plus en plus. Bon bah c'est un peu. Alors après, c'est toujours pareil. Il y a eu des avant-premières sur lesquels tu as eu des kits avec 6 boosters, donc avec des cartes, on y reviendra sur la collection, mais là-dessus, là il y a maintenant des tournois qu'on appelle à la semaine, là, les weekly qui permettent d'avoir aussi des cartes app, c'est toujours pareil dans ce genre de jeu pour avoir ces choses-là. Contrairement à Flash and Blood, pour l'instant le site permet pas d'avoir ou une XP ou un classement, je sais pas ce qu'ils proposeront par la suite, on verra, mais en tout cas le site est plutôt bien fait, d'ailleurs je peux vous le montrer, que je vous invite à aller voir d'ailleurs, hop, le site il est ici, voilà. Ouais, alors je vais y revenir parce que je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Donc déjà on voit les listes des cartes avec le visuel. Et puis si on descend un peu et par exemple si on va voir une carte comme Vador, parce qu'il y a pas mal de questions. Il est où Vador? Il est en vert. Vador il est en vert. Donc là, donc si tu cliques dessus, on a ici clarification de règles. Donc en plus d'être très visuel et autres, et ben tout de suite, si on se pose une question sur une carte, on a les clarifications de règles
sur le site qui vont permettre de répondre à mon avis, 99% des questions. Et ça, c'est quand même très très pratique parce que on a toujours le problème entre guillemets des TCG, c'est souvent les règles ou des jeux de cartes à collectionner. Les règles sont pas forcément compliquées, mais entre les interactions entre les différentes cartes et autres, on a tellement de possibilités qu'à un moment à un autre, on va se poser une question. Et là, le fait est que sur leur site, ils ont alimenté avec des clarifications qui permettent de répondre à 99% des questions. Et ça, c'est quand même très pratique parce qu'on voit tout de suite la carte, on clique sur la carte et on voit les clarifications qui sont associées. Donc voilà, je trouve qu'ils sont quand même... Tu peux créer ton deck, etc. Et voilà, bon après on a des trucs classiques, mais cet aspect, on clique et on a la clarification, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Les différents événements qu'il va y avoir dans les régions pour savoir si vous allez avoir des tournois, etc. Évidemment, alors sachant que vous pouvez jouer, enfin il y aura le côté draft, il y a le côté scellé, et après il y a aussi un mode de 4 joueurs, alors je sais pas exactement les règles, mais il existe en tout cas un mode pour jouer à 4 joueurs. C'est les modes, on va dire annexes, mais voilà, sachez que... Après je pense que de toute façon, donc là ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est qu'on est sur la première extension, quoi, vraiment le lancement. Donc il faut se dire aussi que ils vont en publier 3 par an. Donc la prochaine sera en juillet, s'appelle Shadows of the Galaxy, je crois. Elle va être centrée sur les contrebandiers et on va retrouver le Mandalorian en héros. On va trouver Rey, on va retrouver Kylo Ren. Donc des fois le lien entre contrebandier, Rey et Kylo Ren, bon, c'est pas trop. Ouais, ça sera un peu dispatché, quoi. Il y a un peu dispatch, mais a priori, ça sera des cartes qui seront un peu centrées sur le contrebandier. On sait pas trop encore exactement combien de cartes il y aura, quel type d'affinité sera mis en avant ou autre, s'il y aura de nouvelles mécaniques de jeu. Mais on voyait, si on prend le Magic qui est la référence aujourd'hui, au début, Magic c'était simple. C'est pareil. Après, c'est parti, ouais. On avait un petit livret de règles et autres et compagnie, sauf qu'à force d'ajouter des choses, des mots-clés, des autres, ça devient se complexifier, ça s'est complexifié. Là, je pense que ça sera pareil, ça va s'enrichir. Mais la base est quand même... Après, 3 sorties par an, ça semble pas mal, assez raisonnable. Il y en a qui sortent... Enfin, c'est voilà, 3 sorties. 3 sorties par an, c'est assez raisonnable. Et donc, en novembre, il y aura Twilight of the Republic. Donc là, bon, Twilight, l'aube de la République, donc on imagine des decks centrés sur République. Bon, après, on va voir un peu ce que ça va donner. Mais il y a déjà, a priori, donc c'est FFG qui est derrière, donc Asmodée, ils ont quand même l'air d'avoir mis quand même les moyens pour développer ce jeu de cartes à collectionner, parce qu'il n'y a rien de pire que commencer à jouer à un jeu de cartes à collectionner au bout d'un an, voir que ça s'arrête. Souvent, au bout de 2 ans, ça se casse la gueule, en général, c'est comme ça, ou plus, mais bon, ou des super jeux. Ça se casse la gueule, des jeux qui sont bien et qui sont pas suivis, parce que un jeu de cartes à collectionner, il y a plein de choses. Il y a le jeu qui rentre en ligne de compte, il y a l'aspect collection, parce que c'est un aspect qui est important quand certains jeux, et il y a l'aspect jeu de tournoi, communauté, comme tu disais, s'il y a des gens autour de vous qui jouent, c'est sûr que ça va vous donner envie. Alors après, par contre, comme le jeu est simple, s'il n'y a pas de gens qui jouent autour de vous, vous pouvez aussi initier les autres personnes à jouer. Ça, par contre, on n'a pas parlé dans ce sens-là, mais ça va aussi dans ce sens. Dans un sens où c'est trop dur, c'est compliqué à initier les gens, mais dans le sens où c'est facile, c'est un des points forts aussi du jeu, c'est que s'il y a personne dans votre pampa qui y joue, c'est le moment, puis c'est Star Wars. Donc c'est plus facile de dire à quelqu'un, tiens, je t'apprends un jeu sur Star Wars, que Flesh and Blood. Flesh and Blood, c'est quoi, de quoi tu me parles? C'est quoi? C'est le sang, juste petite info, donc les jeux, là, on parle, tout ce qu'on a vu là, donc ça sort à la fois en français et dans d'autres langues. Donc le français, il est pas délaissé, puisque en France, à chaque fois, on a les sorties en même temps que tout le monde. Les kits de démarrage, donc ils y sont encore. Par contre, en à peine 10 jours, il y a eu déjà rupture sur plein d'endroits sur les displays de boosters français. Donc on voit qu'en fait il y a une grosse demande, parce que en gros là on est sur plein de boutiques, soit sur internet et autres. Apparemment en une dizaine de jours il y a déjà rupture de partout. Donc pour ceux qui se posent la question de quand c'est qu'il va y avoir de nouveau des packs de boosters, apparemment ça peut peut-être changer, mais apparemment ils sont censés les réimprimer au moment de la sortie donc ça veut dire c'est juillet, sauf s'ils font un effort pour essayer de les faire revenir avant, parce que juillet là
voilà les joueurs, si vous voulez aujourd'hui vous mettre au jeu et que vous en avez pas, ou vous achetez les cartes à l'unité en plus du kit de démarrage ou que le kit de démarrage, mais où vous trouvez des amis qui ont des cartes, mais sinon effectivement pour avoir celle-là que tout le monde va lorgner, que j'ai pas encore d'ailleurs ouverte parce que je sais pas encore ce que je vais en faire, je réfléchis. Mais tu me la donnes à la fin, c'est ce qu'on avait dit, hein. C'était ça le contrat. Ah, oui, c'était ça le contrat. Ouais. Écoutez, je ne mettrai jamais en ligne cette vidéo. Voilà, donc ce genre de voilà, les displays, et ben malheureusement, c'est vrai que ça, c'est est-ce qu'ils ont fait ça exprès ou pas, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, pour les nouveaux joueurs, c'est vrai que ça posera un peu problème. Si on en trouve encore, mais c'est vrai que c'est parti. En 10 jours là, c'est. Ouais, c'est parti assez vite. On voit qu'il y a, moi je suis sur la communauté Discord et Facebook. On voit que c'est très dynamique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a sur que ça soit sur le Discord ou sur le Facebook, beaucoup de gens qui posent des questions gameplay. Donc ça veut dire que le jeu est joué, et ça c'est important parce qu'un jeu, à mon avis, même si c'est des cartes à collectionner, qui n'est pas joué, à un moment il va péricliter, il va mourir. Et là on voit qu'il y a beaucoup de gens qui posent vraiment des questions, parce que, ouais, tu vois, que c'est pas juste oh regardez j'ai eu la super carte machin. Non, il y a des gens, comment est-ce qu'on joue Dark Vador, comment est-ce que je peux attaquer avec une carte qui est inclinée, c'est pour ça que je l'ai dit, est-ce que je peux avoir 2 héros de la carte différente et autres. Donc on voit qu'il y a des questions qui sont liées, et on voit moi je voulais prendre mon temps, et puis et quand le distributeur a envoyé un message en disant attention c'est bientôt rupture, je me dis est-ce que ça c'est pour m'obliger à acheter pour la boutique là que je mets en ligne là ou pas. Mais je dis bon, dans la soirée il était genre il était 22 ou 23h, je dis allez je vais quand même commander quelques-uns. J'ai commandé 5 du coup les kits de démarrage qui sont sur le site, et je dis allez je vais commander quand même 5 displays, et sur les 5 displays du coup il y en a déjà 4 qui sont partis avant même que je voulais mettre sur le site. Donc c'est vrai que voilà, ça part très vite. Si j'avais su, j'en aurais pris une vingtaine, parce qu'effectivement après on peut pas jamais savoir exactement comment ça va fonctionner, mais là effectivement ça passe, ça va vite quoi. Voilà. Donc à suivre les amis. En tout cas sur cette première vidéo, je pense que là on a fait un bon tour d'horizon. Puis on en reparlera, je pense. Ouais, je pense. Déjà on va refaire une vidéo sur la collection, donc de toute façon ça va aller vite. Et après celle-là, ouais. Et puis après de faire pourquoi pas une partie aussi, etc. Ça sera possible. Ouais, ça peut être sympa de vous montrer comment on joue aussi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à partager autour de vous, à parler aussi de la nouvelle boutique garageux.shop. Et évidemment, j'avais dit que je vous le dirais en plein milieu de la vidéo, et en fait c'est juste que j'ai oublié, c'est pas que j'ai fait exprès d'attendre la fin de la vidéo. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont regarder directement la fin de la vidéo, ils sauront déjà le truc. Bon, moi j'ai raté mon côté, mais voilà, si vous avez en tout cas, si vous mettez le code de réduction Star Garageux, et donc Star S majuscule et après STAR et Garageux en minuscule, Star Garageux, et vous aurez 20% de réduction sur le kit de démarrage. Donc au lieu de l'avoir à 36, vous l'aurez comme ça à 30 €. Donc voilà, c'est l'offre Garageux. Ça permet du coup d'encourager la communauté. Et donc après n'hésitez pas en tout cas à partager ça tout autour de vous, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Pour le côté, parce que là je sens que tu as envie de nous montrer toutes les cartes, tous mes trésors. Allez les amis, on vous fait des bisous, et puis on se retrouve très vite. Au revoir. Bonne aventure. Ciao ciao.